Ah voilà. Ah! Elle valait la peine. Il y a des choses comme ça qui valent la peine d'attendre. Fallait l'attendre, c'est ça. Elle se laissait désirer. Un peu comme Mathieu Janvier, toujours. On le désire à chaque semaine parce qu'il nous parle de choses... C'était vraiment bizarre. Il nous parle... Je vais changer ça. Ça se coupe-tu? Non. Non. On parle de jeux de société avec lui, jeux à gogo. Et on continue, en fait, la suite de la semaine passée. On était rendu où dans tout ça? On avait brièvement parlé des jeux de coopératif. Collaboratif, des jeux qu'on joue, qu'on doit travailler ensemble, finalement. Oui, c'est ça. Ouais. J'avais surtout parlé de la gamme Pandémie. Oui, c'est vrai, Pandémie Contagion. Contagion, qui était le petit frère différent parce que lui, il est pas coop. Un petit frère différent. Hein. Ouais. On a tous ça. Mais il y avait le Pandémie le remède qui était une version D, le Pandémie classique. Il y en a un que j'avais pas mentionné, puis je voulais juste en parler brièvement, c'est la gamme Pandémie Legacy. Oh, Legacy. Donc, ouais, c'est des classique. jeux... Non, ce que ça veut dire Legacy, c'est un système qui a été inauguré avec Risk Legacy. Donc, on connaît le risque, mais dans la version Legacy, c'est qu'on devait écrire sur le plateau, on devrait ouvrir des paquets qui étaient fermés au début de la partie, qu'on savait pas ce qu'il y avait dedans. Il fallait atteindre un certain objectif dans le jeu pour pouvoir l'ouvrir puis voir ce qu'il y avait dedans. On commence la partie, il faut choisir un pouvoir pour notre race, on jette l'autre. Mettons, c'est un petit autocollant qu'on met sur notre plateau, on jette l'autre. Donc, moi, si ma copie du jeu, ben, joue tel peuple, je vais avoir un pouvoir différent que toi qui a choisi c'est quand même cool pour ta copie de jeu. C'est vraiment différent. Puis, idéalement, on joue avec toujours les mêmes personnes, on joue plusieurs parties. Si, mettons, je conquéris toute l'Amérique du Nord, ben là, je peux nommer le continent, puis j'écris sur le plateau le nom que je veux. Ouais. Puis, ça va rester de même pour le reste de toutes les parties. Vie, ben oui. Ouais. Puis après, mettons, un certain nombre, mettons une quinzaine de parties, ben là, il y a comme un grand gagnant. Okay. Et ça finit là. Fait que ça, c'était le concept de Risk Legacy. Ça existe encore, ça? Bien sûr, okay. Oui. Mais le concept a été, après, repris dans plein de jeux, dont Pandémie. Donc, dans Pandémie Legacy... On est encore dans l'univers de Pandémie, on essaie de guérir les maladies, mais là, il y a des événements qui arrivent, imprévisibles. J'ai pas joué, puis je peux pas en dire beaucoup sans gâcher le plaisir ceux qui voudraient l'essayer. Mais, mettons, je suis dans une ville alors qu'il y a une grosse infection, mon personnage peut être blessé de façon permanente. Donc, je vais mettre, mettons, il perd une capacité. Donc là, c'est sûr, ça va être plus dur de réussir à la partie si mon médecin il est pas aussi bon qu'il était avant, mais le jeu évolue, il y a des événements surprises, il y a plein de choses qui arrivent. Donc c'est un genre à part qui est très le legacy, comme dans laisser quelque chose derrière toi quand tu lègues quelque chose. Oui, un héritage. Un héritage. Mais c'est un terme un peu arbitraire pour dire un jeu qui se modifie au cours de la partie. Exact. Puis, tu sais, il y a eu plusieurs jeux là-dedans, puis je pense que ça va... quand même continuer, peut-être pas c'est pas devenu le genre absolu là, mais c'est comme une catégorie spéciale de jeu que moi je suis pas tant attiré par le fait de modifier le jeu de façon permanente, mais je vois comment que ça pourrait attirer certains joueurs là, qui veulent une expérience différente là. Donc, je voulais juste nommer ça. Après, j'avais, je pense, brièvement nommé Au Feu. Donc, un autre thème moderne. Ça me dit rien, cela. Ça vous dit rien? OK, non. Bon. Fait que c'est on est une équipe de pompiers. Oui. Il y a une maison en flammes. Il y a des victimes prises dans la maison. Donc, on va devoir rentrer dans la maison, les secourir, faire attention parce que là, pendant qu'on est là, le feu continue de se répandre. Fait que là, il se répand partout. S'il y a trop de victimes qui meurent parce qu'ils sont brûlés, ben on perd la partie. Ça, c'est glauque pas mal. Est-ce que c'est des vraies personnes? C'est des petits jetons pour les victimes parce que des fois, il peut y avoir un endroit où on entend du bruit. On va voir et finalement, il n'y a rien. OK. Il n'y a pas de petits animaux de compagnie, là? Oui, aussi. Il y a des petits chiens puis des petits chats, puis ça compte dans les victimes. Faut les sauver aussi. Je suis pas capable de jouer à ça sans pleurer tout le temps. Ouais, non, c'est ça. Mais ce qui est le fun aussi, ben, c'est le fun d'une façon purement ludique, là, c'est que quand les feux vont comme exploser, là, la chaleur monte trop, ça affecte les murs. Donc, les murs subissent des dégâts. Quand le mur a subi assez de dégâts, on peut passer à travers. Le mur est défoncé. Par contre, si la maison subit trop de dégâts, la maison s'écroule et on a perdu. Donc, il y a un côté que, ça nous aide un peu, mais il faut pas que ça arrive trop souvent. Il y a un aspect stratégique au fait de
bon, je peux peut-être laisser brûler un petit peu les murs, m'avantager, mais faut quand même que je garde ça sous contrôle. Oui, c'est ça. Un pompier peut même décider de donner un coup de mur pour l'ouvrir. Ah ouais. Mais ça fait du dégât à la maison. Il existe un mur porteur qui ferait tomber toute la maison? Non, c'est vraiment les dégâts totaux. C'est illustré comment C'est ben là sur le plateau. Moi je l'ai pas ce jeu-là, fait que c'est pour ça que je l'ai pas amené, mais sur le plateau on va placer des cubes aux endroits où les murs ont subi des dégâts. S'il y a 2 cubes, le mur est défoncé. Okay. Mais ça veut dire aussi, mettons, je sais pas, il y a 25 cubes qu'on peut placer. Après ça s'écroule. Ce qui est le fun aussi au feu, c'est qu'on peut changer de rôle pendant la partie. Contrairement à Pandémie, qu'on a le même rôle toute la partie. Mettons, celui-là, je commence secouriste, je suis meilleur pour aider les victimes à sortir de la maison. Mais, ben là, finalement, il faudrait conduire le truck pompier. OK, ben, je change de rôle. Je prends le truck de pompier, j'arrose la maison, je réduis beaucoup de feu. Fait que ça, c'est un point vraiment intéressant. La polyvalence des rôles. Ouais, qu'on peut changer, mais ça nous coûte des actions. Fait que là, on n'a pas nécessairement toujours le temps de faire ça. Là. Okay. Mais c'est possible. Un autre jeu, toujours coop. Ça, c'est dans la gamme des jeux tellement durs qu'on gagne une fois puis c'est un miracle. Mais t'es vraiment fier après avoir gagné. Exact, c'est ça. Là, on l'a mérité. Sauf si on a triché, là. Mais en théorie, quand j'ai gagné, j'ai pas triché. C'est Ghost Stories. Donc, dans Ghost Stories, on est des moines taoïstes. On va défendre un village. Ça fait un peu Tower Defense, là, si on connaît ce style de jeu-là. Donc, le village va être composé de tuiles comme ça. Là, ignorer le plateau en dessous. C'est du beau gros carton épais carré. Ouais. Donc, il va y avoir 9 tuiles. Là, j'en mets quelques-unes. Et on va chacun avoir un plateau joueur qui va être autour de ces tuiles-là. C'est encore une fois vraiment du très très beau carton et de l'art dessus. Il y a presque des peintures. C'est un de mes artistes préférés dans les jeux de société. Il s'appelle Pierrot. On peut nommer. C'est vrai, on les nomme pas aussi. Non, je vais pas parler des auteurs de jeux, tout ça, mais peut-être qu'un jour je vais en parler plus longuement. Donc, on va chacun avoir notre moine. On va pouvoir se déplacer dans le village, faire les différentes actions des villageois. Mais à chaque tour, on va piéger une carte. Et là, il y a un fantôme qui va arriver sur un de nos plateaux. C'est pour ça que sur les plateaux, il y a différentes cases. C'est qu'on va placer des cartes de fantômes là-dessus. C'est ça, puis je vois que chaque personnage va avoir ses propres habiletés. Oui, on a chacun un pouvoir différent. Mettons, le moine rouge peut se déplacer plus rapidement. Le bleu peut attaquer un fantôme et utiliser le pouvoir d'un villageois. Et en plus, chaque personnage a la possibilité d'avoir 2 pouvoirs différents. Fait que d'une partie à l'autre, on a toujours de quoi de nouveau, puis ça nous force à jouer de façon à s'adapter à ce qui se passe. Et c'est très minimaliste comme jeu. Ah ben là, c'est parce que j'ai pas tout sorti, mais non, il y a vraiment beaucoup de stock. Ah, pour vrai, ok. Oui. Donc, les fantômes vont arriver sur les différents plateaux, et là, il y a certains fantômes qui s'accompagnent d'une figurine. C'est surtout ceux-là, c'est les fantômes hanteurs. Donc, ces fantômes-là, peux-tu me passer un petit plastique noir joli. Ouais. Moins facile à peinturer, sûrement, quand ils sont noirs, non? Ouais, là, mettons que c'était pas dans mes priorités. C'est que même quand il est noir, faut le primer pour que la peinture pogne dessus, mettre la couleur directement sur la figurine. Ça, tu vois comment je m'intéresse aux détails de ces affaires. Donc, il va y avoir une carte, là. Là, j'ai pas tout sorti, là. Donc, il va y avoir une carte de ce genre-là sur le plateau. Une carte un petit peu plus mince, plus classique. Ouais, une carte vraiment standard. Donc, mettons exactement, lui, c'est un hanteur. Fait que quand le fantôme apparaît sur mon plateau, je le mets ici. Sur pas toutes les fantômes. Il y a 2 passés. Ouais, il y a comme 2 petites cases. À mon prochain tour, au début de mon tour, tous les fantômes devant moi, ils activent leurs compétences. Donc, lui, sa compétence, c'est d'avancer d'une fois. OK. Puis là, ça fait rien. Ouais. Mais ça, c'est comme un timer, là. C'est pas bon, là. Mais à mon prochain tour, il avance encore une fois. Puis là, devant, il va avoir une figurine, une tuile de villageois. Les cartes viennent compléter. Quand le fantôme est arrivé dans le village, il hante la tuile. Oh! On vire la tuile. Et là, il repart. Il repart à son point de départ. Quand la tuile est hantée, on peut plus utiliser cet endroit-là. Puis si 3 tuiles sont hantées dans le village, on a perdu. OK. Comme le fantôme a pris le contrôle. C'est fini. Puis aussi, si on meurt tous, on a perdu aussi. Là. Puis si on manque de temps, parce qu'il y a comme un paquet de cartes, si on passe à travers le paquet et on n'a pas gagné, ben on perd aussi. Donc, ce fantôme-là, par exemple, va hanter à chaque tour. Il y a d'autres fantômes, là, lui, c'est un fantôme de l'extension, qui vont nous forcer à lancer un dé spécial. Un cochon-garou. Ouais, cochon-garou. Ouais, ils ont tous des drôles de dessins. Là. Fait que, mettons, l'autre fantôme dont je parle, il va nous forcer à lancer un dé. Mais ce dé-là, ça peut être rien, ça c'est pas pire, mais ça peut nous faire perdre la vie, du chi là, dans le jeu. Ça peut hanter une tuile immédiatement. Ça peut nous faire piéger un fantôme de plus qu'on doit tout de suite mettre en jeu. Fait que le jeu donne vraiment le feeling d'être
comme oppressé de toujours, tu sais, on a battu un fantôme, mais il y en a 2 autres qui arrivent et ça arrive Puis, plus. Une tuile qui est tentée, est-ce qu'on pourrait l'exorciser, par exemple? Oui, ou... on peut. Il y a une tuile dans tout ça qui permet de déhanter une tuile, si je peux ainsi dire. Et on a aussi un pouvoir spécial qui est un jeton yin-yang, qui est comme notre pouvoir suprême, mais on peut l'utiliser pour pouvoir déhanter une tuile. C'est la seule façon d'arrêter cette façon de perdre là. Mettons que l'exorciseur s'est fait tenter... Ouais, là, t'as pas le choix d'utiliser ton yin-yang, mais on est limité dans la quantité qu'on a. Fred? J'ai joué plusieurs heures à ce jeu-là sans jamais gagner, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Ah bon, oui, mais ce qui est pas pire de Ghost Stories, c'est que, tu sais, on avait parlé un peu du danger la semaine passée de un joueur qui dit aux autres quoi faire. Ouais, mais dans Ghost Stories, quand on attaque un fantôme, c'est en lançant des dés, fait qu'on peut pas vraiment dire ah ben là ça serait bon, mais si tu réussis pas, c'est vraiment pas bon si tu essaies de l'exorciser. Donc moi c'est ça que j'avais apprécié, c'est qu'il y a pas de il y a pas une solution là. Il y a comme OK, on pourrait faire ça, qu'est-ce qu'on essaye, qu'est-ce qui est moins risqué de faire. Ouais. Donc Ghost Stories 60 minutes 1 à 4 joueurs, c'est ce que je vois sur la boîte, c'est bien ça. Ouais, mais mettons 60 minutes, il est peut-être généreux là. Okay. On pourrait parler pas mal d'une heure et demie, 2 heures. Ah OK. Ouais, ben moi en tout cas les parties que j'ai faites là, même quand ça allait bien, puis on passait pas trop de temps à discuter, c'était quand même une bonne heure et demie. Là. Fred qui était pas bon, je dirais. Ouais, toi, qu'est-ce que quand on a joué pendant à peu près, je te dirais un bon 5 heures. Là. On a fait 2 parties, puis une qu'on n'a pas fini maintenant. Ouais, tu sais, moi aussi, là, je pense que j'ai fait des parties plus longues que 2 heures. Là. Ça reste quand même, c'est pas un jeu qui est très très cher, là, c'est 50$. Il y a des jeux qu'on va retrouver beaucoup plus cher que ça. Donc c'est quand même bon pour le prix. Comme ça, ouais. Ghost Stories. Exact. Ah, merci. Ensuite de ça, Chevalier de table ronde. Donc, c'est l'autre jeu que j'ai ici. Un gros jeu. La grosse grand planche. Déploiement. Bien coloré. Donc, ce jeu-là, ça a été un des premiers, je sais pas si ça a été le premier, mais un des premiers à introduire le concept de traître dans les jeux coopératifs. Donc, à ce moment-là, on parle de jeux semi-coopératifs. Pourquoi un traître? C'est que dans le jeu, on va tous recevoir au début de la partie une carte de loyauté. Et ce qui rend le jeu intéressant, à mon avis, c'est d'en mettre autant de cartes loyauté que de joueurs. Fait que là, on est 4, mettons, je mettrais 4 loyales. Et une carte félon. Donc, c'est notre traître de service. Donc, quand on distribue les cartes, peut-être qu'il n'y en a pas de félon. OK. Mais personne ne va le savoir parce qu'on va donner une carte à chaque joueur. Chaque joueur regarde sa carte, on ne voit pas les autres. Et celle qui est écartée, on ne la regarde pas non plus. Donc, on va avoir comme un peu une situation de paranoïa qui s'installe. Puis c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Il y a la possibilité de jouer, mettons, on est sûr qu'il y a un félon, il faut juste le trouver. Mais je trouve que ça rend la partie du félon vraiment plus dure. Là. Il y a un petit peu de bluff là-dedans quand même, pas mal. Ah ben oui, beaucoup. surtout c'est sûr, si on est traître. Et le jeu, somme toute, assez simple. On va jouer des cartes. Dans le fond, à chaque tour, on pige une carte noire, qui est une carte mauvaise. On va la placer sur un lieu. Là, j'ai comme mis le plateau principal, mais il y a d'autres lieux. Il y a la quête du Saint Graal, il y a la quête d'Excalibur. Il y a différents plateaux sur lesquels on va aller jouer. Et ces cartes-là vont être placées sur ces plateaux-là. Mettons, là, en ce moment, j'ai pigé... Là, c'est sûr, on dit pas c'est quoi les détails de la carte quand on pige, mais je vais dire Lancelot Dragon. Donc, cette carte-là va aller sur le plateau Lancelot. Là, je peux la jouer face visible pour montrer à tous c'est quoi la valeur de force de Lancelot. Et le dragon, une fois que Lancelot est vaincu. Mais je pourrais la jouer face cachée aussi, comme là c'est un 1. 1 c'est vraiment pas beaucoup, évidemment. Fait que je pourrais la jouer face cachée parce que ça va me donner une carte blanche. Puis les cartes blanches, c'est des bonnes cartes. Puis c'est une des seules façons d'avoir des cartes. C'est difficile de se procurer des cartes dans le jeu. Donc je vais la mettre face cachée, mais un traître pourrait mettre face cachée une carte qui est très forte aussi. Puis dire, ah non, il n'y a pas de danger. Mais dans le fond, c'est rien ça. Puis on pourra pas savoir parce qu'une fois qu'on doit dévoiler les cartes, on va brasser toutes les cartes et là on les dévoile, fait qu'on sait pas qui a mis quoi. Mais on sait que, mettons, on voit un 7, ah ben là, toi, c'est toutes des grosses cartes, on sait que quelqu'un a mis des choses pas bonnes. Donc dans le jeu, c'est ça, à notre tour, on pige une carte, on place la carte ou on exécute l'effet de la carte et ensuite de ça, on peut faire une action héroïque. Donc, mettons, moi, je suis... c'est le roi Arthur. C'est bonhomme gris avec une base rouge. Ouais. Roi Arthur, il peut aller... Mettons, je vais aller défier le chevalier noir. Fait que là, pour gagner, ben, on va devoir placer des cartes de combat sur les cases.
Et une fois que j'ai complété la combinaison, je suis pas pire, hein? Je pige des 5 et des 4. C'est comme si tu avais placé d'avance. Moi, mais. C'est le fun, le Elle a été brassée, je pense. C'est ça. Le plateau a des cases qui te disent où mettre les cartes qui sont de la même couleur que les cartes. Fait que là, je me demandais, y avait-tu des cartes ou c'était pas des cartes qui avaient des. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, c'est juste des emplacements. Ouais. Fait que là, mettons, j'ai ma combinaison ici, ça me donne une totale de 16, mais là, c'est sûr que pendant la partie, il va y avoir des cartes ajoutées au Chevalier Noir aussi. Fait que là, mettons, lui, il y en a une de 5 ici, puis là, je sais pas si je vais en trouver une autre vite. Mais tu sais, peu importe, là, le principe c'est que si ma valeur de force est supérieure à celle du Chevalier Noir, j'ai gagné. Ouais. Quand on réussit une quête, on va gagner des épées. Ici, des petites épées de carton qu'on va placer à la table ronde. La Qui est vraiment littéralement une table ronde. Là. Eh ben oui, bien sûr. La partie finie quand la table ronde est remplie d'épées. S'il y a plus de noirs, les noirs c'est quand on échoue une quête. Donc s'il y a plus de noirs que de blanches, on perd. Si c'est égalité, on perd. Dans le jeu, les égalités, on les perd tous. On est honorable, on se contente pas d'une égalité. Donc s'il y a une égalité, on perd. S'il y a plus de blanches que de noirs, on gagne. Par contre, s'il y a un félon, il n'est pas été dévoilé, il retourne des épées blanches du côté noir. Oh! Fait qu'une des actions qu'on peut faire, c'est d'accuser quelqu'un d'être le félon. Oui. Par contre, c'est la seule action qu'on fait dans le tour. Fait que si on se trompe, ben on gaspille notre action. Ouais. Puis on n'a pas un nombre d'actions illimité. Parce qu'éventuellement, on va se dire, ben là, on veut pas piéger des cartes, là, ça va être trop dévastateur. Ça pourrait nous faire perdre une quête là, ça pourrait nous faire perdre le Graal, etc. Fait que l'autre option qu'on a, c'est de placer des petits engins de siège autour de Camelot. C'est quoi? On dirait des lanciers? Des petites catapultes. Des catapultes. Ouais. Catapultes. Mais s'il y en a 12, il y a 12 emplacements. Si on met le 12e, on perd. Camelot est assiégé. On peut prendre une action pour aller les attaquer. Le problème d'attaquer les catapultes, c'est qu'on doit rouler un dé qui est de 1 à 8. Et avant de rouler le dé, on doit jouer des cartes de notre main. Fait que, mettons, je joue 4, 5, 6. Mettons, je joue 2 cartes, ça me donne 6. Là, je roule le dé. Ah, j'ai eu 6. Ben, j'ai perdu. Oui. Fait que je perds un point de bravo, qui est comme nos points de vie, et la catapulte reste là. Oui. Parce qu'il y a une égalité. Si j'avais eu 8, le dé représente toujours la force de la catapulte. Fait que j'ai perdu aussi. Mettons, je roule 2. Ah ben cool, je l'ai battu. Mais là, mes 2 cartes que j'ai jouées, je les ai perdues, là. Fait que c'est toujours un peu risqué de gaspiller Je pourrais jouer 9, mettons, là. Dire 2 cartes, 5 et 4. J'ai 9, c'est sûr, je la bats, la catapulte. T'as pas le choix pour jouer parce 9. qu'il y a juste 8. C'est exact, mais je viens de passer 2 très très bonnes cartes pour plein d'autres choses. Fait que c'est quand même pas trop facile. Fait que dans le fond, le but du félon, lui, c'est de faire perdre les autres. Oui, c'est sûr. Fait que lui, si les autres perdent, il gagne. Exact. Wow! Il est vraiment dans son équipe à lui tout seul. Et c'est les chevaliers de la table ronde. Ouais. C'est ça? Le titre. Oui. Il est beau. Comme le jeu, si je perds, tout le monde perd. Fait que ça, c'est un autre gros jeu. Il y a plein de détails que j'ai pas mentionnés, là, des pouvoirs spéciaux. Chaque personnage a un pouvoir différent, puis on acquiert des objets supplémentaires qui nous donnent des capacités pendant la partie. Très intéressant. As-tu compris que Marc-Olivier a fait un gag de le jeu? Comme dans le jeu, c'est quand tu parles du jeu ou que tu penses au jeu, tu perds le jeu. C'est juste ça le jeu. Ah, mais on va parler The Game. The Game. Justement. Oui, parce que c'est un jeu coop, ça. Ah, ouais. Ah oui, il y en a un autre. Hein, tu pensais pas... Tu pensais-tu à ça? Non, je parlais de l'autre The Game. C'est quoi l'autre The Game? Celui que si tu y penses, tu perds. C'est ça? Ok, c'est pas de ça que tu vas nous parler. Non, c'est le jeu de cartes. C'est le même thème, ouais. Ah, c'est ça. Mais je le connais. C'est pas le principe. C'est pas le principe de si tu y penses, tu perds. Non, parce que là, t'aurais mais pas ça besoin joue un d'acheter peu le sur cette personnalité-là de... Il ferait pas grand cash s'il y avait pas de jeu à vendre finalement parce que tu fais juste y penser puis c'est correct. C'est juste une enveloppe écrit The Game. Dans date, you lost. 60 pièces. Donc, un autre jeu semi-coop que je vais parler brièvement, c'est Dead of Winter. Oh. Donc là, on est dans un univers zombie. Okay, hivernal, oui, mais zombie, comme si c'était pas assez. Non seulement il fait froid, mais il y a des zombies qui nous attaquent. Donc, on va chacun jouer un groupe de survivants dans une colonie. Et on va pouvoir aller se déplacer pour trouver des vivres, trouver des armes, trouver des livres pour apprendre différentes choses, trouver des outils. On construit des barricades pour se protéger des zombies, mais la particularité du jeu, c'est que c'est pas tant les zombies le problème. Le problème, c'est les autres. Ah. Parce que faut vivre avec, et on a chacun des objectifs secrets. Et il peut y avoir un trade dans tout ça. Encore un trade. Fait que, mettons, un trade pourrait dire, moi, je déteste les autres, fait que je vais mettre le feu à la colonie. Mais ça, on sait pas c'est qui dans le jeu, puis il y en a peut-être pas. Mais mettons, moi, mon objectif secret, c'est de ramasser des armes. Fait que là, peux-tu me passer une arme, là? J'ai besoin de me défendre. Ah, je suis désolé, j'en ai pas, mais j'en ai 3 dans ma main, parce que je veux pas les partager.
Ou faut que je ramasse de la nourriture. Ah, mais là, on meurt de faim, t'as pas de nourriture dans tes mains? Mais non. Désolé. Non, c'est plate. Hein. Ouais, mais t'es allé au supermarché, t'as fouillé. Ah, mais j'ai rien trouvé. Il y avait rien. Il y avait juste des outils pour lancer un dé, ça sert à rien. Fait que c'est ça, dans le jeu, c'est vraiment cette ambiance-là qu'on va avoir de pas truster les autres. Puis à chaque fois qu'on se déplace, on traverse l'hiver, faut rouler un dé de danger. Ça se peut qu'on se fasse mordre par un zombie puis on meurt sur le coup. Ça se peut qu'on se fasse blesser. Ça se peut qu'on pogne une engelure qui est comme une blessure qui continue de nous blesser. Fait que il y a vraiment plein de dangers. Nos personnages peuvent mourir assez facilement, mais des fois on peut avoir des rencontres, on en retrouve d'autres. Des fois, il y a vraiment un paquet de cartes comme événements spéciaux qui se déclenchent si on fait une certaine action. Par exemple, je suis dans une cabine puis je me fais entourer de zombies, c'est pas mal la fin pour moi. Et soudainement, il y a un pompier qui arrive et qui vient me secourir. Wow. Fait que là, je vais pouvoir aller chercher dans le paquet personnage ce personnage-là et l'ajouter à mon groupe. Fait que là, c'est vraiment le fun. Des fois, on peut rencontrer, mettons, vous croisez des enfants. Est-ce que vous les ramenez à la colonie? Et là, le problème, c'est que si on les ramène à la colonie, le moral va monter, tu sais. Puis ça, si on a 0 moral, on perd. Ça, c'est bon. Okay. Mais mettons, si c'est 3 bouches de plus à nourrir, puis on est déjà serré en bouffe, qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça va toujours être des situations un peu comme ça. Des fois assez troublantes, oui, vraiment, là. Mais qui mettent dans l'ambiance. Après, le jeu, il y a quand même beaucoup d'actions qu'on peut faire, mais vraiment, vraiment intéressant. Là, moi, je suis vraiment pas fan de jeux de zombies. Puis celui-là, c'est un que j'aime vraiment jouer là, parce que c'est l'ambiance qui est là et pas nécessairement le fait de tuer des zombies à répétition. S'il y avait un jeu de Walking Dead, ce serait clairement un jeu comme ça. Mais il y en a des jeux de Walking Dead, mais ils sont pas faits différemment. Ils sont faits différemment et lui, je trouve que c'est ce jeu-là qui a bien ciblé l'ambiance de Walking Dead sans avoir la licence. Ouais, ça, c'est encore meilleur que les vrais jeux sous licence. Ouais. Et puis, seulement pour ceux qui s'intéressent, Chevalier de la Table Ronde est à 46,23 présentement sur Amazon. Okay. Et Dead of Winter, on pourrait le trouver à 67,99 sur Amazon. Pas super. Ça a du sens. Et si vous cherchez le terme anglais pour les Chevaliers de la Table Ronde, c'est Shadows over Camelot. Ce qui est pas du tout le même titre. Non, mais pourtant c'est une compagnie française, là, Days of Wonder. Mais sûrement que Knights of the Round Table appartient à quelqu'un d'autre. Peut-être. Ou ça peut-être pas juste la même signification. C'est comme les Aventuriers du Rail, c'est pas la même chose en anglais. C'est Ticket to Ride. Ticket to Ride, complètement différent. Ça c'est cool. Ça fait une tune rock des années. Ticket to Ride. Donc, il y a d'autres jeux, là, je vais juste parler de The Game, là, parce que j'en avais beaucoup. Là. The Game, fait que c'est un petit jeu de cartes où on doit jouer des cartes de chiffres en ordre croissant et décroissant, selon les piles où on les joue. Puis ça s'appelle vraiment The Game. C'est un jeu simple, là, vraiment très facile d'accès à tout le monde. Mais à part le fait, là, tu sais, sur la boîte, ça fait « Êtes-vous prêt à jouer au jeu? » Comme si c'était vraiment un gros enjeu. Là. Ouais, mais dans le fond, c'est juste de jouer des cartes avec des chiffres. Là. Fait que très simple. Tu pourrais mourir. Ouais. Mais c'est sympathique, là. Ouais. J'ai déjà joué. C'est quand même un jeu qui est difficile à gagner. Oui. Oui. Sérieusement, jouer toutes les cartes. Tu sais, pour avoir le jeu, tu sais, pour ceux qui veulent se mettre une idée, il y a 4 piles. 2 piles ascendantes, 2 piles descendantes. Les piles descendantes débutent à 99 et les piles ascendantes, à 100, puis l'autre, ça débute à 1, peu importe. Là. Et le but, c'est de jouer toutes les cartes. Donc, faut que tu trouves un moyen de jouer ton 2, 3, 4, 5, mais dans tes mains, t'as pas nécessairement 2, 3, 4, 5, et ton coéquipier non plus. Donc, c'est essayer de jouer tout le temps le plus proche possible de la carte qui est là, mais des fois, tu as 95 en descendant, et l'autre, t'as 5, puis dans tes mains, t'as 27, 33, 60, 70, puis 71. Là, t'as pas le choix de faire un gros bond, puis c'est ça qui fait mal. Pour te nuire toi-même dans le fond. C'est ça, mais t'as pas le choix de jouer. Ouais.